C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, bienvenue dans Une invention sans avenir. Aujourd'hui, un épisode très particulier, un nouveau format. On espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vous préviens, c'est très expérimental. Et pour faire ce test avec moi aujourd'hui, autour de la table, puisqu'on est pour la première fois autour d'une vraie table, les uns en face des autres, avec des verres d'eau devant nous. Autour de la table, donc, il y a Alice. Salut Alice. Salut tout le monde. Ça va Alice ? Ouais, ça va, mais je suis un peu stressée, là, il y a des diodes qui clignotent partout. Ouais, j'ai pas encore lancé des sons avec, tu vas voir. Il y a aussi Clémentine. Salut Clémentine. Salut, et oui, je suis là pour la 3e fois consécutive. On n'arrive plus à te dégager. Il y a également 2 nouvelles voix dans ce podcast. On est très heureux de vous accueillir. D'abord, Romain. Bonjour. Salut à tous, salut à toutes. Bonjour, je suis très content d'être là. Ça fait un peu peur parce que ça clignote de partout. Il y a des micros, faut bien parler dans le micro. À 3 doigts, sinon ça marche pas. C'est une blague d'ingé son, vous pouvez pas comprendre. Et enfin, salut Pauline. Salut. Première fois également dans le podcast. C'est très intimidant. Mais non, c'est pas intimidant. Ce qui est intimidant, c'est ce qu'on va faire après, vous allez voir. Je parle de ce qu'on va faire, du film qu'on va voir, bien sûr, aucun sous-entendu. Et puis, évidemment, vous avez entendu, il n'y a pas mon acolyte Robin qui n'est pas là pour cause de... il habite sur un autre continent, mais on le salue évidemment très très fort. Je suis sûr qu'il aurait aimé ce qu'on va faire ce soir, puisque aujourd'hui, on va, contrairement à d'habitude, se concentrer sur un seul film. Mais quel film ? Vous allez voir, ce film, c'est Sound of Freedom de Alejandro Monteverde, de 2023, un film américain avec notamment comme star Jim Caviezel, Mira Sorvino et Bill Kemp. Et alors, je vous lis quand même le résumé que j'ai trouvé sur le site du distributeur, on en reparlera. Sound of Freedom est un thriller librement inspiré de l'histoire d'un agent fédéral américain qui se lance dans une opération de sauvetage au péril de sa vie pour libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels. Librement inspiré. Oui, c'est louche, on est d'accord. Hein. Histoire vraie, tout ça, on adore. Ouais, alors pourquoi on s'intéresse à ce film aujourd'hui ? On s'y intéresse parce que c'est le film adoré par l'extrême droite américaine cette année. Et vous savez, nous, chez Une invention sans avenir, on est toujours premier sur l'actu quand il s'agit de voir des nanars d'extrême droite. Si vous avez envie de vous refaire un shot, vous pouvez aller réécouter notre épisode sur Bac Nord, qui commence à dater un peu, mais quand il s'agit d'avoir tous vu un truc de ce goût-là, en général, on aime bien ça. Donc voilà, Sound of Freedom, on espère que ce sera aussi bon ou aussi mauvais, je sais pas trop comment dire. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite se mettre la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance. Et puis, évidemment, on en reparlera tout de suite après. C'est parti. C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant... On peut le vendre 1000 fois. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Les enfants des autres, par contre, c'est bon, ceux qui sont pas de Dieu. Tu fais ça depuis combien de temps ? 12 ans maintenant. Combien de pédophiles t'as arrêté ? 288. C'est pas un concours, hein. Combien d'enfants t'as retrouvés ? Timoteo, tu rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar mi hermana? Te prometo. Basé sur une incroyable histoire vraie. Lui, c'est un peu un Pio Marmaille du pauvre, non ? On va disparaître, c'est fini. Imagine, tu entres dans sa chambre, là, maintenant, et tu trouves le lit vide. Qu'est-ce qu'on ferait ? Il y a combien de gosses ? Il faut que tu démissionnes et que tu ailles sauver ces enfants. Et s'il s'agissait de votre fille ? Le regard. Les Marines viendront pas te sauver. Vous serez tout seul. Quand c'est Dieu qui donne les ordres. Comment ça ? Tu te tais et tu obéis.
histoire qu'on comprenne bien où on met les pieds, là, Alice, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur c'est quoi Sound of Freedom, s'il te plaît ? Alors, Sound of Freedom, c'est un film qui est sorti le 15 novembre en France, mais le 4 juillet aux États-Unis, et qui déjà marche vraiment très bien au box-office américain. Vraiment, là, on est à 247 millions de recettes pour un budget de 14,5 millions de dollars, donc c'est vraiment un film qui marche bien. Bien joué, bravo les fachos. Le réalisateur, il est inconnu, mais la personne qui est connue, c'est l'acteur principal, Jim Caviezel, qui est connu principalement pour avoir pour avoir joué dans La Passion du Christ. Et en fait, il est aussi connu aux États-Unis pour ses discours complotistes. Et il est aussi un des principaux promoteurs d'une théorie complotiste dont on va beaucoup parler, qui s'appelle la théorie de l'adrénochrome. Et c'est vraiment lui qui parle de ça aux États-Unis. Il a beaucoup contribué à faire la com autour du film parce que, par exemple, ils ont lancé un petit principe où, comme les cafés suspendus, mais pour le cinéma complotiste, genre achète une place pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de venir le voir. Et en fait, ça a super bien marché. Il y a vraiment plein de gens qui ont acheté des places pour les pauvres Américains qui pouvaient vraiment pas voir le film. J'imagine trop les SDF, ils ont pas à manger, ils font putain, faut absolument que je vois le film sur les pédocriminels là. Mais à qui profite le film ? C'est ça la vraie question du coup. Le truc, c'est que le fait que le film soit diffusé en France, c'est un peu plus étonnant. Et c'est un peu... on peut se demander comment ça se fait que c'est arrivé sur les écrans, parce que c'est un petit film, c'est un petit budget, c'est bizarre que ça arrive chez nous. Et évidemment, qui est derrière tout ça ? Qui est la personne en France qui peut faire qu'on regarde ça, qui a beaucoup de pouvoir, et qui est un peu complotiste et merdique et catho. Cyril Hanouna ? Francis Lalanne ? Alors, ces deux personnes ont joué. Ces trois personnes ont joué, mais la personne qui a vraiment joué, c'est Bolloré. C'est vraiment Bolloré qui est complètement derrière le truc. En fait, Bolloré, il a une pote qui est plus ou moins sa conseillère spirituelle, qui s'appelle Chantal Barry. Et Chantal Barry, c'est une femme d'affaires de plein d'entreprises, en fait. Et elle a aussi un truc qui s'appelle Progressive Media, qui est une agence de com qui fait la pub de médias. Et elle a aussi un distributeur de films qui s'appelle Sage, donc qui va distribuer le film. Et elle est très très proche de Bolloré, et Bolloré va vraiment pousser pour que ce film soit diffusé. Et c'est vraiment elle qui est derrière tout ça. Et elle dirige aussi plein de magazines de presse. Elle a une espèce d'agence qui chapeaute plein de magazines de presse, dont celui de Thierry Casasnova, qui est aussi un gros complotiste français. Donc en fait, tous ces gens-là sont liés entre eux et ils ont poussé pour que ce film arrive en France. Est-ce que tu es en train de faire une théorie complotiste sur le fait que les complotistes sont tous amis, que tout est lié ? Peut-être. En tout cas, là, tout semble lié. Et en fait, elle est évangéliste. Et on le sent là dans la bande-annonce du film, le dernier truc, quand c'est Dieu qui donne les ordres, tu te tais et tu obéis. On sent qu'on va aller sur ce terrain-là. Déjà, ils ont dit 4 fois le mot Dieu dans la bande-annonce. Les enfants de Dieu. Du coup, le film, il a été plébiscité aux États-Unis par Trump. Et puis par la mouvance QAnon, qui est une grosse mouvance complotiste américaine. Et puis en France, Francis Lalanne. Et puis après, oui, ils en ont parlé à TPMP. Il y a la fameuse émission où il y a Gérard Fauré, qui est un mec qui était complètement inconnu, mais il a sorti un bouquin parce qu'il était apparemment le plus grand dealer de Paris. Donc il était le dealer des stars, ou je sais pas quoi, et donc il était invité sur TPMP pour parler de ça. Et puis là, il part complètement en live dans l'émission sur l'adrénochrome, ça c'est vrai, etc. Et puis le truc qui est dingue, c'est Cyril Hanouna, qui tourne un peu autour du pot, mais qui finit par dire un truc du genre il y a énormément de gens qui disent que ce qu'il dit, c'est réel, quoi. Attends, juste te dis juste c'est véridique, je l'ai dit, je l'ai écrit. Non, mais il a écrit ça. Non, mais et sur les enfants. Non, sur les enfants, je dis, il y a énormément de gens. Un jour, sur les réseaux enfants qui disent que c'est... Alors, je vous dis, c'est très grave, hein. Ah oui. Et Gérard, ce qu'il nous dit, il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel là-dessus. Alors, on sait pas. Mais ces enfants, justement, ils viennent d'où et ils sont à qui ? Ils sont kidnappés ou ils viennent... C'est des enfants... Mais oui, ils sont kidnappés. Il y a 58 000 disparitions par année d'enfants et tout, on en retrouve... Les 2 tiers. Alors où est le troisième Merci Gérard. Donc ça a pris de la dimension, et tellement qu'il y a eu une avant-première à l'UGC des Champs-Élysées. Donc c'était quand même une grosse soirée. Alors que d'habitude, le Sage, là, qui diffuse le film, ils font des toutes petites productions de films chrétiens, c'est des tout petits budgets. D'habitude, leurs avant-premières, c'est un vieux vidéoproche dans une grange, quoi, avec la crèche. Et dans le château de privé de Bolloré. Ouais, de Villiers, je sais pas, mais là, c'était vraiment... Et il faut savoir que c'est aussi Sage qui a distribué Vaincre ou Mourir. Donc voilà, c'est leur réseau. La com du film... Vaincre ou Mourir,
Peut-être vous pouvez m'en parler vite fait parce que quand même c'était un gros morceau de cette année aussi, histoire que nos auditeurs qui sont pas forcément trop fans de films de Faf puissent savoir de quoi on parle. Alors, je suis pas expert du film, mais c'est vrai qu'on avait déjà fait une séance ensemble de visionnage où on a regardé ce film, donc c'est pas la première. Le Puy du Fou a créé une société de production et du coup ils ont produit ce film qui s'appelle Puy du Fou film, je crois. Voilà. Et c'est un film sur soi-disant le génocide vendéen avec des guillemets. C'est tiré d'un spectacle du Puy du Fou, je crois. Voilà aussi, ouais. Et l'acteur est très beau selon. L'acteur est vraiment très beau. Il joue extrêmement mal, qu'on se le dise. Le film est lunaire. On a beaucoup ri en le regardant. Moi, c'est le souvenir que je confirme. Avec Alice qui anticipait les répliques qui arrivaient. Enfin, vraiment, ça m'a marqué. Et vraiment, c'était très très drôle et très très mauvais à la fois. C'est parce qu'Alice a participé. Rendre ce film mauvais un peu plus supportable, parce que c'est vrai que c'est quand même pas très bon. Il y a tout le temps une voix off tout le long. Ça fait très téléfilm. On sent qu'il y a quand même pas beaucoup de budget, parce que ça reste un petit budget, qu'ils ont exploité leurs bénévoles. Ouais, c'est un peu cette séance qui nous a donné envie de faire ce qu'on fait aujourd'hui. On s'est dit on aurait clairement dû mettre un micro à l'époque après, parce qu'on a tellement rigolé. Et franchement, c'est vrai que c'est un film qui passe bien pour se faire une soirée entre potes. Et on espère vraiment que là, Sound of Freedom, ce sera pareil, quoi. Entre potes gauchistes, parce que sinon ça marche pas. Oui, entre potes gauchistes, c'est clair. Il vaut mieux. Ouais, donc là, la com du film en France, elle a un peu galéré parce qu'il y avait vraiment eu des échanges aux US super tendus en fait sur ce film. Et il y avait beaucoup de critiques. Et en plus, la critique a été extrêmement mauvaise. Enfin, tous les critiques ciné ont dit que ce film était pourri. Et du coup, ils ont fait une espèce de communiqué de presse pour dire que oui, certes, il y avait eu des échanges un peu tendus, mais le message du film était fondamental. Qu'il fallait vraiment voir ce film parce que c'était un truc. Quand même, les enfants. Il y a des enfants, les enfants de Dieu qui meurent et qui sont torturés, et le communiqué de presse se termine par « Soyez bénis ». Alors du coup, c'est quoi le message ? Ça me fait penser un peu à la vidéo de Vianney qui vient de sortir, je sais pas si vous l'avez vu, au Téléthon, qui explique que oui, la fin d'année arrive, accompagnée de son lot de choses pas très agréables, comme la grève de la SNCF, l'inflation, et je ne sais plus enfin, il rajoute encore un truc comme ça, mais que si on est là, c'est pour les enfants, et que vraiment pour les enfants, il faut se dépasser, et que même si on a des mois compliqués, il faut quand même donner pour le Téléthon. Vraiment, je vous invite à aller voir cet extrait. Vianney, c'est pas lui qui avait dit à propos du rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, si, on est amis, mais bon, c'est juste parce qu'il aime ma musique. C'était pas. Non, vous vous souvenez pas. Je pense qu'il est déjà allé au Puy du Fou, par exemple. Ah oui, après, c'est vraiment un cateau bien de droite, lui, ça c'est sûr. Je pense qu'il doit beaucoup aimer Vaincre ou Mourir. Bon, alors ce fameux message là pour les enfants, en fait, c'est quoi ? Donc c'est cette fameuse théorie de l'adrénochrome, là, l'adrénochrome, j'arrive pas à le dire. Alors, ça vient de Las Vegas Parano. En fait, c'est vraiment ça l'origine de cette théorie du complot. Alors le livre d'abord et le film ensuite. Dans le livre et le film, c'est une drogue. Et effectivement, ils disent que ça vient du sang des enfants. Bon, pas encore du cerveau et pas encore en les torturant, mais pour l'instant, il faut prendre le sang des enfants et ça te fait une super drogue. Et puis après, ça se transforme de bouche à oreille et ça devient un truc qu'on prend dans les enfants. Alors à partir de 3 ans, pour la première fois. Après, je crois qu'on peut continuer à en prendre un petit peu. C'est nécessairement sous la torture. Et puis, ça drogue plus finalement. Ça permet de rester jeune éternellement. Le but, c'est un peu discréditer les élites mondiales. Globalement, Hillary Clinton en prend, Bill Gates, aux États-Unis, c'est ça. Puis après, dans TPMP, c'est parti sur Céline Dion. Ah non, pas Céline Dion, ne touche pas à Céline Dion, s'il vous plaît. Exactement ce qu'a dit Hanouna. Et puis, c'est un vieux truc lié à l'antisémitisme aussi. Parce que c'est la fameuse théorie de pédosatanisme, des rituels dans lesquels on tuerait des enfants, on prendrait leur sang, etc. Donc, souvent, il y a un fond antisémite aux théories du complot. Oui, parce que ce seraient les juifs, selon ces théories-là, qui auraient kidnappé des enfants. Ça date de hyper longtemps, c'est ça ? Ouais, genre le Moyen-Âge. Déjà au Moyen-Âge, ouais. Et tout ça s'est accéléré au moment du Covid, parce que le terreau, on a peur des choses qui sont liées à des substances chimiques, des trucs dans le corps, tout ça marchait bien. Et c'est là où ça a commencé à s'appeler du pédosatanisme, où ils ont commencé à utiliser aussi le terme de pédocriminalité.
Et moi, c'est vraiment ça le truc qui me choque, c'est que je trouve ça honteux de se servir de la pédocriminalité pour parler de n'importe quoi, parce qu'en fait, c'est un phénomène qui est super grave, que les mouvements féministes peinent encore à faire exister. Et là, je trouve que ça détourne complètement le sujet, ça fait croire que les abus sur les enfants, en fait, c'est juste une élite qui veut rester jeune, et ça monstruosifie un peu le truc, comme si c'était juste tellement horrible et inimaginable qu'en fait, ça existait à peine, quoi. Ça place sur le terrain du fantasme le sujet plutôt que sur l'action concrète. Tu as trouvé l'info, je sais pas, est-ce qu'ils donnent de l'argent à des fondations contre l'inceste ou les victimes de pédocriminalité Non, que dalle. Et puis, avec les chiffres qu'on a, je veux dire, l'inceste et la pédocriminalité, c'est tellement large qu'on peut imaginer que ces gens-là, ça se trouve, ils sont auteurs d'actes criminels aussi. Mais par contre, ils vont aller en faire un discours, nous, on défend les enfants, etc. Ça jette vraiment le trouble sur le problème. Et puis, il y a Carl Zero qui arrive là-dedans. Carl Zero, ancien journaliste Esprit Canal, etc. Alors lui, il a complètement vrillé. Et c'est pareil, c'est son méga combat. Il a fait un documentaire qui s'appelle 1 sur 5, donc qui fait référence au fait qu'il y aurait un enfant sur 5 qui serait victime. Mais en fait, il parle pas des vrais sujets, il parle pas d'inceste, etc. Juste. Il serait victime de quoi, du coup? Qui serait de violence, ouais, de trafic. L'adrénochrome, voilà. Je sais pas comment. 1 sur 5, ouais. Et en fait, il reprend tous les grands, genre l'enlèvement de Maëlys, là, avec Nordal Lelandais. En fait, il change le sujet, il dit non, c'est pas juste un enlèvement, il dit c'est pas son truc, les petites filles, de toute façon, il est gay. Enfin, évidemment, tout de suite, en plus, il va... Ça va être de notre faute encore. C'est ça, il va imaginer que c'est l'homosexualité qui est responsable du truc, et puis il dit c'est pas son truc les petites filles, donc forcément ça cache autre chose, et forcément c'est que c'est pas un vrai enlèvement, en fait il y a quelque chose derrière, c'est une commande, c'est ça le terme qu'il utilise. Il dit les enlèvements d'enfants, c'est pas de la pédocriminalité classique, c'est des commandes. Et il va faire ça avec plein de crimes, avec Fourniret aussi. Et à chaque fois, en fait, son argument, c'est mais c'est des gens plus intelligents qu'on le pense. Le Landais, c'est un ancien militaire. Fourniret, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est pas possible que ce soit si bête et que ce soit juste pour violer des enfants. C'est forcément un réseau, un truc plus large. Et c'est là où démarre la théorie du complot. Pour la personne qui a fait la commande, c'est pour violer des enfants quand même. Enfin, ça va, ça passe. Ouais, mais c'est du pas coup, bête. on le dit plus. Et je trouve que ça enlève complètement la banalité de la violence, en fait. C'est plus quelque chose qui arrive dans plein de familles et dont plein d'enfants sont victimes. C'est un monstre qui a organisé un trafic, et donc ça devient presque du cinéma. C'est plus. Oui, c'est ça, c'est déjà un peu hollywoodien, quoi. C'est pour ça qu'ils en font un film. Ouais, c'est ça. Et donc, ils utilisent plein de mécaniques de la théorie du complot. Donc, la théorie du complot, si on veut résumer un peu les mécaniques classiques, déjà, il y a l'idée d'expliquer un phénomène complexe à travers une raison unique et simple à comprendre. Donc là, c'est ça, c'est pas le patriarcat, l'envie de prendre le contrôle sur le corps de quelqu'un de faible, etc. C'est les enfants, on le prend dans le cerveau et tout. Enfin, c'est vraiment super grossier, en fait. Ensuite, il y a simplifier la réalité avec des camps clairement définis, le bien, le mal. Voilà, rien n'est complexe, enfin, c'est manichéen. Et puis, prétendre qu'il y a une réalité cachée, et du coup, qui va justifier la difficulté de ce qu'on vit. Oui, le monde est dur, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on nous cache, il y a des gens qui tirent les ficelles, etc. Et c'est vrai que souvent, le but d'une théorie du complot, c'est aussi de rassurer. Et là, je trouve qu'il y a vachement ça. Vous inquiétez pas, quand on dit que c'est 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste, c'est pas vraiment de l'inceste, c'est pas les vôtres, c'est pas quelqu'un de votre famille qui est coupable, c'est du trafic, c'est monstrueux, c'est un truc énorme et on va vous sauver de ça et on va faire des manifs et on va libérer les enfants. Et ça devient un truc beaucoup moins effrayant et beaucoup moins insidieux. Et là, je trouve qu'en plus, il y a une dimension supplémentaire, c'est on va pas juste rassurer les gens, on va aussi cacher. Je me demande s'il n'y a pas un truc un peu volontaire aussi, on va cacher la banalité des violences sexuelles sur les enfants en faisant croire que c'est un truc hollywoodien. Donc, en fait, c'est vachement grave et je me demande, du coup, là, on va regarder le film et je me demande si cette dimension-là, elle sera visible dans le film ou juste dans la com. Et si je peux rajouter un truc aussi sur les théories du complot, c'est en fait quelque chose aussi. Il y a le fait de mélanger les faits scientifiques et l'imaginaire. Par exemple, on parle d'adénochrome depuis tout à l'heure, c'est une vraie substance qui existe, qui est vraiment sécrétée par le cerveau, qui est une dégradation de l'adrénaline. Donc une oxydation de l'adrénaline. Une oxydation, enfin voilà, c'est vraiment une substance qui existe dans le cerveau de tout le monde. Mais là, on va mêler ce fait scientifique qui est l'existence de cette substance à un imaginaire complotiste et à un fantasme quelque part complotisme avec les tortures qu'on va le prendre chez les enfants, etc. Donc il y a vraiment ce fait qu'on va mêler les choses. Et si quelqu'un un jour cherche adénochrome sur Google, la première chose qu'il trouve, c'est une substance présente dans le cerveau de toute personne.
Ouais, et du coup, ça tend à te faire penser, si tu vas pas plus loin, que c'est vrai, quoi. Que ça accrédite leur hypothèse. Ouais, et le dernier élément aussi, c'est qu'il n'y a jamais d'énoncé qu'on peut vérifier dans l'expérience, qu'on peut vérifier empiriquement, parce qu'en fait, ils n'ont jamais d'arguments concrets qui permettraient de faire une... C'est toujours... par exemple, Carl Zero, à la télé, il dit « Non, mais c'est des choses... Enfin, il vaudrait mieux que le grand public qui regarde l'émission, là, soit pas au courant de ça, parce que c'est très grave. » Et puis le fait qu'il n'y ait pas de preuve, ça devient une preuve. Voilà, donc moi, c'est ça mes attentes sur le film, c'est qu'est-ce que ça va nous dire des violences sexuelles sur les enfants, qui sont un phénomène ultra grave et ultra important, et qui sont traités, là, j'ai l'impression, vraiment n'importe comment. Ah, on sait pas. On n'a pas vu encore. Bon, la bande-annonce, ça a l'air de nous spoiler un peu sur ça, mais... Et ouais, du coup, vous, les autres, là, comment, vous qui en attendez un petit peu quelque chose, c'est quoi vos attentes sur ce film, Pauline, par exemple Moi, j'ai pas d'attente particulière. J'étais restée sur Vaincre ou mourir, donc à la base, je pensais même qu'on regardait un film français, donc en fait, j'ai vraiment zéro attente. Je sais pas du tout. La bande-annonce me fait un peu peur. Je pensais que c'était la suite. Je sais pas. J'étais restée sur Puy du Fou Productions. Donc... à voir. T'es déçu d'être là, en fait, ou... Un peu flippé. Et toi, Romain, qu'est-ce que t'en attends ? Alors moi, j'attends pas grand-chose sur le film en lui-même, parce que tout ce qui est film... Ça a l'air quand même d'être un film d'action, un film un peu brutal, entre guillemets. C'est pas vraiment ma came. Mais moi, je vais être attentif à la qualité de l'argumentation, en fait. Je vais le rapprocher de 2 films complotistes que j'ai déjà vus, on en a déjà parlé. Donc le premier, c'est Vaincre ou mourir, qu'on a regardé ensemble, qui est quand même un film extrêmement mauvais, avec une argumentation qui est complètement éclatée, vraiment. Ouais. Le fait qu'ils essaient de reconstituer des batailles en étant que 3 mecs sur des chevaux, et voilà. C'est ça. Peut-être ça joue dans le fait que l'argumentation est éclatée, mais bon. Vaincre ou mourir, ça ressemble à une mauvaise parodie, en fait. On n'y croit pas. C'est vraiment, voilà. Mais par contre, il y a un autre film complotiste qui est un peu plus vieux, qui date de la période Covid, qui est Hold Up. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je l'ai regardé pendant la période Covid. Et il y avait quelque chose de... Il est bien fait. Et que si on a envie d'y croire, on y croit. Alors, évidemment, moi, j'y croyais pas, mais je devais, en permanence, me faire un espèce de cheminement mental pour dire non, c'est faux, et démonter leurs arguments en direct. Donc, il y avait vraiment une argumentation qui était claire et qui menait à quelque chose si on n'avait pas les contre-arguments derrière. Donc, je vais vraiment être attentif à ça, pour voir l'argumentation de ce film. Ma seule crainte, quand même, c'est qu'il dure 2 heures. Ça va être un peu long. On mettra un peu en accéléré, t'inquiète. Et toi, Clémentine, alors, les attentes Moi, alors, j'ai un peu lu sur Internet des gens qui en parlaient, et j'ai un truc qui revient un peu parfois, c'est le film en soi est pas complotiste. Et j'avoue, je me méfie un petit peu de ça, parce que je pense qu'en effet, le film, c'est pas non plus... comment dire, c'est pas le truc... oui, ils vont pas parler de l'adrénochrome directement, des élites pédosatanistes, mais je pense quand même que de manière un peu insidieuse, voilà, le complotisme va comme aller se cacher comme ça dans des endroits, et voilà, je vais essayer de voir où on peut trouver un petit peu les trucs un peu insidieux, et voilà. Ouais, mais j'avoue que je me suis un peu posé la question, est-ce que j'espère qu'il sera bon parce que ça serait un objet intéressant, ou est-ce que j'espère qu'il sera vraiment mauvais, comme ça on va se marrer. J'hésite un peu entre les deux. Et je me dis aussi, c'est quand même ambitieux de faire un thriller, parce que autant le film historique, on a l'habitude que ce soit des trucs soit très patriotes, nationalistes, des trucs comme ça. Ça colle avec le discours d'extrême droite classique. Alors que le thriller, j'ai toujours l'impression que c'est un peu paradoxal de vouloir faire un thriller inspiré d'une histoire vraie déjà de base, parce que typiquement moi c'est le genre où j'arrive pas à y croire. Si c'est bien fait, il faut que le méchant soit vraiment diabolique, il faut qu'il y ait des retournements dans les énigmes, des trucs à tiroir avec des surprises et tout. Et alors que quand c'est censé être une vraie affaire, en fait c'est pas palpitant, c'est pas très impressionnant. Genre La Nuit du 12, c'est pas un film très rythmé, tu vois. On te dit direct, ça va être du vrai, donc t'attends pas à des trucs trop hollywoodiens, quoi. On va relancer le débat sur La Nuit du 12, là, comment non, ça mais se passe je sais pas, c'est bon. On a des objets quand même un peu privilégiés par ici. Et puis là, attention à tes attentes, parce qu'on rappelle, c'est 15 millions le budget. Hein. Donc là, si vous sortez d'un Marvel, pour comparaison, c'est 200 millions à 15 millions pour un film d'action qui dure 2 heures. Et Vaincre ou mourir, c'était combien C'était 4, je crois, millions. C'est vrai ? Ouais, pour un film historique, c'est vraiment ridicule. Ils n'ont même pas payé, il y avait des figurants du Puy du Fou qui étaient genre vraiment là bénévolement. Donc, Ouais.
Non, enfin voilà, tout ça pour dire que moi je suis intrigué par l'idée de vouloir dire à la fois que c'est vrai et à la fois de faire un bon thriller, parce que pour moi un bon thriller justement faut pas que ce soit vrai quoi. Enfin, faut un méchant qui soit construit pour qu'il soit assez cool. Là. Donc bon, enfin un méchant là je sais pas, ce sera peut-être plein de méchants, ce sera peut-être Hillary Clinton, je sais pas qui. Ah oui, peut-être il y aura des refs à des vrais personnages, je sais pas, on verra. Enfin bref, eh ben écoutez les amis, je crois qu'on va pas y couper plus longtemps. Il faut qu'on le lance ce film. Donc, on va le regarder ensemble. J'ai regardé, il y a 2 séances ce soir qui sont par ici, là. Une en VO à Lyon et une en VF dans la zone industrielle de Brignais. Donc, je vous propose, on met les manteaux, on y va. Allez, c'est parti. On vous fera évidemment un débrief dans tout de suite. C'est quand même beau cinéma, non ? Vous trouvez pas ? Ça valait le coup de se taper le périph' le jour de la fête des Lumières. Ah bah oui, la collection de poupées, super. Ça se voit, c'est un vrai pédophile, il a des poupées dans sa cave. Des poupées nues. Ouais. Alors ça, c'est vraiment la construction du monstre, quoi. On dirait un épisode d'Esprit criminel. J'adore la musique. C'est la musique de Koh-Lanta. Yeah, 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 yeah. Oh, il a lui-même des enfants. C'est pour ça qu'il comprend. Et il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y en a énormément. Ah oui, mais attends, c'est des évangéliques probablement. Mais il y en a 12. Ouais, je comprends rien, moi, j'ai pas le niveau. Bah là, il va au Mexique, donc a priori... Ça y est, c'est jaune, on est au Mexique. Ah, mais tous les pédophiles, ils ont des moustaches. Ça, c'est le signe. Ils sont tous allemands avec un mulet, une moustache et ils sont un peu gros, quoi. C'est horrible. Vous pensez que c'est un gentil ou un méchant, lui ? La chemise hawaïenne. Ouais, c'est clair. Ah, ça, c'est voilà, le code du supérieur hiérarchique qui empêche le flic de travailler. Ouais. Comme dans Bac Nord. Voilà. Pareil. C'est vraiment dur pour les flics. Hein. Il a vraiment un regard bovin, là. Il joue aussi mal dans La Passion du Christ ou pas ? Bah, tu sais, dans La Passion du Christ, il passe son temps à se faire fouetter. Donc bon, tu sais, il fait juste... Ah, on aurait dû dire on boit à chaque fois qu'il y a Dieu, non ? C'est clair. Allez. Donc là, il y en a la moitié, c'est des méchants qui essayent de tromper, c'est ça ? Ouais, je pense. Lui, méchant ? Oui. Là, les 3 méchants. Mais non, il y a elle méchante. Non, pas les 3, mais elle, ouais. La meuf et Francky Vincent, ils sont méchants, c'est sûr. Et Vampiro est gentil et Pio Marmaille est gentil. Oui. Est-ce que par hasard vous avez un Doliprane ? Parce que genre j'ai vraiment mal à la tête. Je sais pas si c'est le film qui me fait ça, mais oui. C'est le c'est Sound of Freedom. Les baleines peut-être ? Des baleines ? Mais non, elle chante la chanson de la liberté. Ah, c'est juste les... Je pense que ça va être ça. Mais oui. Mais là, ils vont tout seuls proposer une aide médicale aux rebelles d'extrême gauche qu'on connaît pas là. Ouais, c'est ça. Pour récupérer les gamins. Parce que c'est quand même des rebelles pédophiles. Mais ils se sont vraiment injectés les trackers GPS. Bah, j'ai l'impression, ouais. Ah, mais c'est... Ok, ils ont des puces comme dans le vaccin contre le Covid, là. Ouais. Ils se mettent un aimant sur le bras, ça tombe pas. Oh, j'arrête pas de bailler, moi. Ah, non, quand même. Ouais, l'action. Enfin un peu de baston au bout de 1h45 de film. Mais prends le flingue. Putain, à chaque fois qu'ils y a une cloche de l'apocalypse. Ils ont plus de budget, bim, elle ferme les yeux, on voit plus rien, quoi. Ouais, bah c'est pour faire un peu d'économie sur la scène d'action. C'est très long quand même. Hein. Oh, c'était bien. Bon, c'est bon, j'ai plus mal à la tête là, c'est fini. C'est parce que t'étais stressée et t'es contente que tout le monde soit délivré à la fin. Produit par Mel Gibson, voilà. On est de retour.
Alors, déjà, tous les 4, bon, désolé. Et ensuite, vous voyez la scène d'Interstellar, là où ils sont restés 10 minutes sur la planète et l'autre, il est resté 45 ans. Ben, c'est un peu ce qui va se passer avec les auditeurs, là. Nous, on a vraiment l'impression d'avoir vécu 2 vies entières devant le film. Et vous, vous avez la chance, du coup, de pouvoir faire ça comme ellipse. On va essayer de vous le déconseiller au maximum. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, hein. Ah, je crois, oui. Je pense que oui. Pour le coup, même pour rigoler, franchement, Vaincre ou mourir, j'aurais pu le conseiller, mais alors celui-là, non. Alors du coup, c'est mieux... c'est moins bien que Vaincre ou mourir. C'est moins nanardesque, on va dire. C'est dans ce sens-là. Peut-être que c'est le sujet aussi, mais ça appelle moins la blague, en tout cas, même si on en a fait quelques-unes, évidemment. Mais c'était quand même moins... Ça appelait moins la blague que Vaincre ou mourir. Ça appelle des blagues plus problématiques. Oui, peut-être on va lancer un Patreon. Des blagues que vous n'entendrez pas parce qu'elles seront coupées au montage. Justement, peut-être on va lancer un Patreon et ceux qui payent auront le droit à avoir toutes les blagues non coupées. Tu dis ça parce que c'est 90% les tiennes. Ouais, je sais. Mais tu sais, maintenant, il faut être très polarisé si on va avoir du succès. On peut pas être dans la demi-mesure. Bon, alors, plus sérieusement, du coup, moi j'ai quand même une question. Elle est où cette fucking adénochrome? Pourquoi ils ont fait toute la promo du film là-dessus et pourquoi il n'y en a pas une seule mention dans 2 heures? Après, comme je disais avant, pour moi, le film, c'est plus une porte d'entrée vers les théories complotistes. C'est une manière plutôt, je pense, de faire adhérer les gens qui ne connaîtraient pas ces théories, qui en fait, peut-être seraient touchés par le film et qui ensuite iraient voir sur Internet, iraient chercher des informations. Parce que c'est entre guillemets basé sur une histoire vraie. Et je pense de cette manière, ils peuvent ensuite accéder à des informations. Parce que je pense qu'aux États-Unis, alors j'en sais pas plus, mais j'imagine qu'ils ont dû un peu créer, tout un truc autour et peut-être créer des sites pour amener justement les gens vers ce genre de théorie. Et quelque part, ne pas en parler, peut-être que ça les sert. Parce que ne pas en parler, c'est peut-être une manière dans l'esprit des gens de se dire « Ah oui, ils n'ont pas pu en parler parce que sinon ça aurait été censuré. » Enfin, je pense qu'il y a ce truc-là. Et la porte d'entrée est clairement avec la fin, en fait, où on voit le héros du film se transformer en le vrai Tim Ballard, avec son histoire qui est racontée avec des petits textes, évidemment, des choses qui sont évidemment mises sous le placard, comme toutes ces accusations d'agression sexuelle. Évidemment, ça s'est passé sous le tapis, mais la porte d'entrée, elle est clairement là. Ouais, puis il y a les petits dog whistle, là, des petits appâts complotistes quand même. On a remarqué, il y a des vaccins, il y a, on va s'injecter des trackers GPS. Moi, je pense que c'est pas complètement anodin qu'il y ait ces trucs d'injection et tout, sachant le contexte. Et à mon avis, c'est là pour évoquer le fait qu'ils sont en train de parler de ça. Même si la métaphore, elle est pas claire, elle est pas 100% C'est clair qu'on était devant le film. Franchement, il y a un moment, ils sont dans la jungle en Colombie. C'est pour que vous ayez pas à aller le voir, que je fais ça. Ils sont en train de se faire passer pour des médecins et là il y a tout un truc où ils s'injectent le GPS plutôt que juste, je sais pas, apprendre la carte ou prendre un téléphone. Et c'est absurde. Mais tu sens qu'il y a un truc genre, il faut placer le mot vaccin. Notre public, il en a vraiment besoin pour pouvoir partir en couille, quoi. On se demandait pourquoi il y avait toute cette dernière partie là où ils finissent dans la jungle alors qu'au début ils sont plutôt en train de traquer des gens riches qui achèteraient des enfants et tout, mais peut-être que c'est ça du coup. Enfin, le fait qu'on voit à un moment des gens qui piétinent des feuilles, on s'est dit peut-être ils font du trafic de drogue ou je sais pas quoi, ils fabriquent de la cocaïne, peut-être que c'est juste des espèces d'allusions un peu vaguement déguisées. Et on s'est même demandé si l'enfant qui avait été acheté, encore une fois on va spoiler complètement, on va divulgacher parce que vraiment n'allez pas voir ce film et ne le téléchargez pas et n'essayez pas de le regarder. Vraiment. Surtout pas à Brigné. Surtout pas à Brigné dans la zone industrielle. Non, on remercie évidemment le CGR de Brignac qui nous a accueillis, qui est resté ouvert pour nous ce soir. Vous l'avez compris. Mais du coup, on a cet enfant qui est disparu qu'on va chercher donc chez les rebelles. Alors, quels rebelles, où, quand, comment, on sait pas trop. Et on la voit effectivement travailler, donc on sait pas si elle a été achetée pour travailler en tant qu'esclave. Et on se rend compte que non, elle est quand même un objet sexuel là aussi. Et il y a vraiment tout ce truc-là de c'est de partout et c'est caché et c'est les puissants, parce que là c'est encore le chef qui a l'objet sexuel, l'enfant qui sert d'objet sexuel, etc. Oui, et ça c'est vraiment incroyable. C'est tu vois que en fait le film vit vraiment, le message du film vit vraiment en dehors du film, quoi. C'est-à-dire, tout est plus ou moins suggéré, le fait que c'est les élites, le fait qu'il y a le rénochrome et tout le trafic machin, le fait que même en fait il y ait des abus sexuels. C'est quasiment uniquement suggéré.
Et ça, c'est assez fou, finalement, pour un film qui se vend sous l'angle « Regardez les réseaux de pédocriminalité » et tout ça, quoi. Bah, en même temps, je trouve que ça va assez bien dans la rhétorique complotiste qui souvent, joue sur le doute et sur le questionnement du genre « Ah, mais... » Enfin, c'est plus instiller des doutes et des questions plutôt que vraiment de plaquer les trucs très frontalement. Après, j'en sais rien, il faudrait peut-être faire une étude hyper approfondie. C'est vrai que nous, on n'est pas... a priori, il me semble qu'on fait pas partie de la sphère QAnon et ce genre de choses, à moins que... Et en fait, c'est vrai que c'est un univers où ils ont plein de références, enfin, c'est très codé, et peut-être qu'en fait, il y a des trucs que nous, on voit pas parce qu'on n'est pas dans ces trucs, mais que eux verraient. Enfin, il y a peut-être des dog whistles, comme tu disais, que nous, en fait, on voit pas parce que on n'est pas dans ces délires, quoi. Faudrait voir ça avec un vrai complotiste, quoi. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il nous dit « Ah, là, il y a une référence à ça !» Mais il y a quand même un truc qu'a dit Pauline, c'est qu'à un moment, on voit le personnage, il achète l'île carrément ou... il achète une île et ensuite il crée tout un complexe pour se faire passer pour un pédocriminel. Et comme disait Pauline, c'est vrai que ça fait penser en fait à Jeffrey Epstein. Donc voilà, ça peut-être par exemple, c'est une référence que nous avons peut-être su saisir, mais pour le reste, je sais pas. Et donc, du coup, ça irait dans la rhétorique de on le dit jamais clairement, mais il y a une référence à Jeffrey Epstein qui, comme par hasard, est juif. C'est peut-être pas anodin que ce soit cette référence-là qui soit convoquée implicitement. Oui, il était proche des démocrates. Enfin, Bill Clinton, il allait aussi sur cette île. Donc bon, ça, je pense que c'est une figure qui fait partie, de l'imaginaire complotiste. Ça c'est sûr. Et du coup, tout ça, ça rejoint un truc que moi je dis souvent à mes étudiants et qui est vraiment intéressant. En fait, c'est les films, ils n'ont pas forcément un message explicite en général, mais par contre, ils interdisent certaines lectures ou ils permettent certaines lectures. Et du coup, j'imagine très bien que là c'est vraiment un cas d'école, quoi. C'est le film, il te dit rien, clairement, parce que il se fait passer pour un truc basique, factuel et tout ça. Mais par contre, à la fois la personne qui ne fait pas attention pourra y voir un film normal, et la personne qui a les références ou qui cherche les références pourra partir dans des délires complotistes à partir de ça, quoi. Il y a quand même tout un message autour de la place de l'État et de la non-possibilité de l'État de gérer ces problèmes-là avec une personne qui fait partie de l'institution, qui est, alors on ne sait pas trop, il parle d'Homeland Security, donc CIA, FBI, on ne sait pas trop, et qui finalement démissionne pour créer quelque chose ailleurs et travailler sur ces réseaux-là en dehors de l'État parce que l'État n'est pas compétent, avec une petite phrase sur la bureaucratie qui doit être « Ah, la bureaucratie !» Voilà, donc il y a quand même un message qui est un peu moins subtil et qu'on entend aussi dans ces réseaux-là, et qu'on entend d'ailleurs dans tous les réseaux un peu conservateurs et de droite et bien à droite. Et voilà. Ouais, c'est bien, c'est hyper individualiste. Ça avait vraiment la figure du héros solitaire qui va prendre toutes les décisions tout seul, sauveur, blanc, un peu de néocolonialisme. Enfin, je veux dire, ça arrose vraiment de tous les trucs un peu puants de droite. Bon père de famille avec une reprise à plusieurs fois de la photo ou de l'image avec la famille. Il a 6-7 enfants, on a essayé de les compter, au bout d'un moment on n'y arrivait plus. Voilà, avec la femme qui reste au foyer aux États-Unis et qui élève les 6-7 enfants, encore une fois, on sait pas trop. Et puis en plus qui valide son choix le moment où elle lui envoie un SMS pour dire « T'inquiète pas, je gère la maison, va sauver les enfants en Colombie. » Enfin voilà, mais du coup, c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a choqué dans le film, c'est que c'est pas si sombre, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je m'attendais à un truc qui allait jouer sur le glauque, en mode tu parles quand même de réseaux de pédocriminels qui enlèvent des enfants. Il y a le tout début là où il y a des espèces de ils font semblant que c'est des images de vidéosurveillance avec des mecs qui arrivent dans la rue à Bogota pour choper un enfant et partir sur une moto en courant et tout. Et où, moi je pensais que ça allait dans cette zone là aller vraiment dans le glauque, et je trouve que le film il essaye des fois de faire des blagues. Il y a des espèces de musique qui arrivent de manière complètement intempestive. D'un coup, t'as de la cumbia, truc sud-américain, afro-caribéen et tout. Shakira à la fin. Et ça met une espèce d'ambiance genre « Ah, on est entre bros, on va sauver des enfants, c'est cool ». Et je sais pas, c'est bizarre, quoi. Est-ce que c'est pas parce que... Alors, le film, pour éviter une interdiction aux États-Unis, qui sont très... Enfin,
il faut pas grand-chose pour avoir une interdiction et pour arriver à séduire un public conservateur. Enfin, tu vois, tu pouvais pas non plus aller dans des trucs, je pense, trop frontaux. Donc, c'est peut-être de là que ça vient, donc je sais pas. Ça peut être ça, et je pense que ça peut être aussi qu'on sent en voyant le film qu'ils ont aucune idée de ce que c'est les violences sexuelles, ils ont aucune idée de ce que c'est être un enfant, ils ont pas d'idée de ce que c'est avoir un traumatisme. À chaque fois que les enfants, il leur arrive un truc, après ils sont délivrés, ils retrouvent d'autres enfants, ils font la fête, ils font les petites percussions, ils font des câlins à des adultes alors qu'ils viennent de sortir d'un réseau de trafiquants sexuels. Vraiment, tu sens que c'est des gens qui sont pas du tout compétents sur la question. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils sont capables de faire des trucs absurdes, de musique qui n'ont rien à voir. C'est pas glauque. En fait, ils ont pris ce sujet tellement pour prétexte qu'ils le traitent pas. C'est pas leur sujet. Il est traité que à travers la façon dont le mec qui mène son enquête et qui va sauver tout le monde le vit. En fait, on a plus accès à ses sentiments à lui qu'aux sentiments des enfants. Les enfants, on s'en fout un peu, quoi. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait penser au livre de Neige Sino là, qui est sorti il y a quelques mois, là, qui s'appelle Triste Tigre. Je vais y arriver. Il s'appelle comment le livre ? Il s'appelle Triste. C'est comme l'adrénochrone. Donc, Triste Tigre, pas facile à dire, qui parle donc de son abus par son beau-père. Donc, on parle de viol sur enfant, on parle de pédophilie, on parle d'inceste, etc. Et il y a une phrase qui est quand même assez forte dans le livre où elle parle de... Constamment dans le livre, elle se pose la question de est-ce qu'elle doit écrire ce livre ou pas ? Et à un moment où elle se dit qu'elle ne voulait pas l'écrire au début parce qu'elle avait peur de réveiller des souvenirs chez d'autres victimes. Et elle répond à cette question en disant les victimes n'ont pas besoin de moi pour avoir ce rappel-là, ils pensent tout le temps. Et voir ces enfants-là avoir une absence de trauma après tout ce qu'ils ont vécu, c'est complètement l'inverse. On peut tout leur faire oublier, ce qui n'est pas possible. Et donc il y a vraiment une négation de ce qu'est un trauma, de ce qu'est une violence sexuelle sur un enfant ou pas d'ailleurs, peu importe. Et effectivement, une négation de ce qu'est un enfant tout court. C'est assez fou la manière dont les enfants jouent vraiment comme dans une pub Amnesty International, enfin un truc comme ça. C'est juste, ils font des espèces de regards vides et vaguement tristes pour suggérer ce qu'ils ont vécu. Et t'es là genre, mais il y a un moment, moi j'avais presque un doute, tu sais, quand les enfants sont en train de piétiner des feuilles de coca dans la boue, dans la jungle, et t'es là genre, mais en fait, est-ce que ça parlait vraiment de trafic sexuel ou c'était juste un truc où ils prenaient des enfants esclaves pour faire du travail forcé et tout? Enfin, il y avait un moment, je ne savais même plus. Alors après, t'as cette scène où, le chef du camp colombien, là, Manu Chao, pose sa guitare et va dans la chambre avec la gamine et tu comprends, oui, que si le sauveur blanc était pas là, voilà, il se serait passé un viol et tout ça. Mais c'est quand même... c'est tellement suggéré que tu finis par... Mais c'est ce que tu disais, Alice, quoi. C'est presque pas le sujet du film. C'est des enfants un peu idéalisés. C'est les enfants de Dieu de la bande-annonce. Ouais, c'est vrai. C'est pas des vrais enfants, je sais pas si c'est des anges, où il y a une espèce de... C'est des archétypes d'enfants, c'est pas des vrais enfants réels. Bah, ils parlent jamais, de toute façon. Ils parlent pas, ouais. Bah, c'est bien, d'ailleurs, tout le problème des violences sexuelles, c'est qu'on n'écoute pas les enfants, bah, le film les écoute pas non plus. Ils ne cherchent même pas à les écouter, en fait. N'essayent même pas de leur donner la parole. Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait ce truc de... le Sound of Freedom du titre, c'est la chanson que va chanter la gamine quand elle a retrouvé la liberté, tout ça. Et du coup, bah oui, on l'écoute que quand elle fait un truc... poétique, qui a pas de parole, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, c'est aussi une chanson sans mots, quoi. Ouais, exactement. Et avec des petites percussions, quand même. Elle a fait au moins, 3 semaines de cours de petit tambour, je pense, pour le faire. Comme moi, ce qui me fascine avec ce genre de film, et même tout le discours complotiste, c'est pourquoi ils ne s'intéressent que à la pédocriminalité avec l'idée du réseau, la pédocriminalité qui est en fait celle, qui se déroule dans les cercles familiaux, ça ne les intéresse pas. Il faut tout de suite que ça devienne un truc spectaculaire. Alors qu'en fait, si on devait faire un film sur les violences sexuelles, ça serait une espèce de film intimiste, avec quelque chose un peu de banal, entre guillemets, un truc du quotidien. Alors que là, on voit des enfants enfermés dans des espèces de conteneurs ou je sais pas quoi, qui crient, et dans des endroits sales, et ils sont brinque-ballés à gauche, à droite, dans plein de pays. Je pense qu'il y a des gens qui croient dans ces trucs et entre guillemets sont de bonne et se trompent entre guillemets. Et
Et de l'autre, c'est aussi dans le complotisme, il y a beaucoup cette instrumentalisation des enfants qu'on trouve aussi chez les anti-vax. Voilà, touchez pas à nos enfants, ou même, je sais pas, dans des trucs style la manif pour tous, voilà, avec la peur que on va contaminer les enfants avec la théorie du genre et ce genre de trucs. Et c'est toujours, voilà, on prend les enfants. Alors pourquoi particulièrement les enfants ? Parce que voilà, c'est la figure de l'innocence et parce que ça touche les gens. C'est presque uniquement de la rhétorique. Genre, c'est les mêmes qui, de toute façon, veulent qu'on ait le droit de frapper les enfants, de mettre des fessées et de leur mettre des punitions corporelles à l'école. Mais ils vont, par contre, faire des scandales s'ils entendent parler de la fake news du trafic d'enfants en Colombie, quoi. Enfin, Et pour valider cette thèse donc d'invisibilisation des violences sexuelles intrafamiliales, il y a un chiffre qui est donné dans le film, qui est l'augmentation de 5000% des images pédophiles par an. Ça veut dire multiplication en un an. C'est une multiplication par 50. Enfin, on peut pas les vérifier ces données, on peut pas les. Mais c'est juste énorme, 5000%. C'est comme le carton à la fin qui dit il y a des millions d'enfants. C'est ça, Voilà. c'est des chiffres qu'on ne peut pas vérifier et qui sont absolument énormes, qui sont là pour faire peur en fait, uniquement. Oui, puis c'est vraiment un prétexte parce que c'est mis à distance en permanence. Enfin, là, tout se passe en dehors des États-Unis. La seule personne qui est américaine, c'est le mec qui vient sauver tout le monde. Mais tout se passe au Honduras, en Colombie. Et à la fin, il y a un petit carton pour dire au fait, il y a aussi des gens qui consomment des images pédocriminelles chez nous. Ouais, et du coup, je me demande si c'est de l'ignorance bête des milieux complotistes ou si c'est pas même intentionnel. C'est-à-dire vraiment de la production d'ignorance, de l'invisibilisation consciente des violences. De l'inceste et des violences intrafamiliales. Est-ce qu'il y a un projet de consciemment dire non mais c'est pas chez nous, c'est loin, c'est dans des pays, c'est pas les blancs, c'est pas nos oncles et nos frères, etc. C'est loin de nous, dans une espèce de backlash de là on commence à en parler et donc il faut immédiatement réagir pour tout de suite invisibiliser le truc. C'est pas chez nous et ce qui se passe chez nous, on le traite entre nous au sein de la cellule familiale, un peu ce qui s'est passé avec la famille de Villiers, qui ne voulait pas qu'on parle des histoires, etc. On en parle entre nous et on règle les problèmes entre nous. Bah oui, c'est ça, parce que finalement, le succès d'une thèse complotiste, c'est pas juste son écriture, sa qualité en tant que fiction, c'est aussi contre quel discours commun elle va s'opposer ou à quoi elle va répondre. Et c'est vrai que des trucs comme ça, on n'en avait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, et peut-être que, bah oui, le fait que l'écoute se libère sur l'inceste, là, ces dernières années, ou qu'il y ait plus d'affaires qui arrivent à percer la sphère médiatique, ça fait que, mathématiquement, ils ont leur backlash, quoi. Et de la même manière, moi, j'étais trop choqué, là, à toute fin, donc les cartons de fin, il y a un truc qui nous dit, il y a des millions d'enfants qui sont encore esclaves, ça représente plus que tous les esclaves des époques précédentes. Pourquoi t'as besoin de dire ça ? Pourquoi t'as besoin de dire ça ? C'est pour invisibiliser le fait que voilà, il y a un discours qui essaye aussi de penser la réparation des crimes coloniaux, des crimes de l'esclavage des Noirs aux États-Unis, etc. Enfin, voilà, c'est pas du hasard, c'est pas juste une formulation. Quand t'as 4 cartons à écrire à la fin d'un film, tu réfléchis un tout petit peu à ce que tu vas mettre dedans parce qu'il faut être efficace, quoi. Puis, juste pour ajouter un truc sur cette invisibilisation, il y a aussi voilà, ce qu'on disait, c'est les caricatures de pédophiles qui sont tous, voilà, non mais des hommes isolés, voilà, qui vivent seuls derrière leur ordinateur, qui font crado, qui sont moches, qui ont une moustache et des lunettes, enfin voilà, qui ont un peu des têtes de Marc Dutroux. Des poupées à moitié décapitées dans des cartons. Ouais, et ça, vraiment, c'est l'image un peu monstrueuse qui a été construite. Du pédophile comme ça dans des faits divers, alors qu'en fait, encore une fois, c'est pas du tout ça. Souvent, les gens qu'on appelle des pédophiles, enfin bon, des pédocriminels, c'est en général des hommes tout à fait insérés, qui sont mariés. Et souvent, on a cette image du pédocriminel qui aurait en fait qu'une seule sexualité, voilà, celle de la pédophilie, alors qu'en fait, en général, c'est des gens qui... c'est une sexualité secondaire, quoi, entre guillemets. Donc... c'est pas du tout, voilà, là encore, on est dans une image complètement fausse, en fait, de ce que c'est. Et c'est presque un personnage, alors peut-être pas comique, mais en tout cas, qui sert une espèce de dédramatisation par le scénario, tout le moment où Tim Ballard là, se fait passer lui-même
pour un pédophile en mode, mais c'est super grossier, il arrive vers le mec, il dit « Eh, t'aurais pas des photos d'enfants ?» Enfin, c'est vraiment limite ça, quoi. Et ce truc-là de dire, non seulement le pédophile, bah voilà, il vit tout seul, il a un décor creepy autour de lui, mais en plus, il est débile, quoi. Personne ne peut s'identifier à ça, personne ne peut dire « Ah oui, j'en connais des mecs comme ça. » D'ailleurs, il a un look, mais enfin ouais, on dirait qu'il est un mec qui s'est mis en cosplay Jeffrey Dahmer pour Halloween, quoi. Enfin, et d'ailleurs, ça marche, sur Netflix. Les documentaires sur les tueurs en série, ça marche à fond. Et du coup, je pense que ça surfe un peu sur ça aussi. Ces personnages monstrueux, horribles, qui représentent une espèce de limite du mal absolu, inatteignable, non réaliste. En tout cas, c'est un film donc qui nous apprend à reconnaître les pédophiles, ça c'est bien. Et du coup, on sort en se disant bah c'est bon, ça va, j'en connais pas, tout va bien. Voilà. Finalement, c'est aussi ça le cinéma, rassurer la population. Si on devait faire un portrait robot de pédophile, du coup, suite à ce film, ce serait quoi? Une moustache, des lunettes, mal habillé? Il a un pseudo ridicule. Ah oui, c'est tous des pseudos d'animaux là. C'est vrai. Vampiro. Le scorpion. Un mulet, une tête d'allemand. Attention parce que les gens savent pas forcément à quoi on ressemble, hein, si ça se trouve. On est en train de décrire quelqu'un que vous connaissez, on s'excuse. Voilà. Quelqu'un a-t-il quelque chose un ultime commentaire sur ce film, quelque chose à sauver ou sur peut-être conseiller autre chose? Tu parlais tout à l'heure de Triste Tigre. Si les gens ont envie de se mettre à lire des choses sur la pédocriminalité, est-ce que c'est une meilleure porte d'entrée que Sound of Freedom peut-être? Alors effectivement, Triste Tigre est une bien meilleure porte d'entrée. Ouais. J'essaie de venir sur un truc positif, faut pas que les gens nous disent ouais, vous critiquez tout. Il n'est pas facile à lire. Hein. Il faut pas s'attendre à une lecture tranquille, typiquement de plage, mais oui, je le conseille fortement. Oui. Non, sinon il y a la très bonne vidéo qui vient de sortir sur Blast, qui est une interview de Édouard Durand, qui est un ancien juge pour enfants et qui du coup a présidé la CIVIS, qui est la nouvelle commission pour essayer de produire un rapport et des mesures contre les violences sexuelles contre les enfants. Et l'entretien, il est vraiment très fort et c'est un gars assez admirable. Donc c'est un bon truc à écouter plutôt que... Enfin, c'est plus court que de lire le livre. Mais ils en parlent du livre, alors du coup, c'est vraiment une bonne vidéo. Et c'est plus court que de regarder Sound of Freedom. Voilà, vous avez nos conseils. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, effectivement, plutôt que de se taper un mauvais mix de Triste Tigre et de Apocalypse Now, bah, finalement, allez voir directement les originaux, ce sera très bien. En tout cas, on souhaite évidemment le pire score au box-office possible pour ce film. Ça part mal parce qu'aux États-Unis, ça a déjà un petit peu de succès, mais je t'ai rassuré tout à l'heure quand même de voir que pour un truc sorti il y a une semaine et quelques, ou non, peut-être un peu plus, pardon, de 3 semaines, il y avait plus trop de séances quand même vers chez nous, c'est déjà ça. J'ai vu alors en France, je sais pas le chiffre exact, mais j'ai vu le chiffre de 63 000 entrées à peu près. Ouais, c'est pas non plus terrible. C'est plutôt un échec, on va dire. Ouais. Si voilà, à l'international, ça veut pas dire grand-chose, mais voilà. Bah, écoutez, un échec mérité. Voilà, j'ai envie de vous dire. Et puis, Et oui, on était seuls dans la salle à Brignais. Ouais, c'est terrible. Les gens vont plus au cinéma. Apparemment, ils étaient aussi pas mal seuls dans les salles aux États-Unis, mais c'est juste que comme ils avaient vendu les places suspendues, ils ont fait croire que les salles étaient combles et en fait, il y avait personne. C'est juste les fanatiques qui ont juste payé 10 fois leur place. Ouais, donc pour dire aussi qu'il faut relativiser les scores au box-office. Dans ce genre de situation, ça va commencer à devenir compliqué. De la même manière qu'il va falloir relativiser les notes spectateurs, publics là sur Allociné, parce qu'en général... Très haute note Allociné pour ce film. Ouais. J'ai lu tout à l'heure là que sur Allociné, il y avait un avertissement parce que les notes étaient très polarisées et que du coup, il y avait soit des notes de 0,5 sur 5, soit des notes de 5 sur 5 et rien au milieu. Donc c'est quand même représentatif de qui va voir ce film. C'est parce que là pour le coup il y a eu un très bon article de Mediapart il y a pas longtemps là-dessus, il y a des raids de fachos sur soit pour mettre des très mauvaises notes à des films qu'ils aiment pas, qui sont étiquetés de gauche, soit pour faire remonter dans l'algorithme ce genre de navet. Donc voilà, méfiez-vous de ce que vous voyez sur internet quand il s'agit d'agrégateurs comme ça de critiques publiques. Eh ben merci à tous et toutes les 4 de vous être dévoués pour cette expérience un petit peu particulière. Écoutez, si vous avez écouté ça jusqu'au bout, dites-nous si ça vous a plu, dites-nous si vous avez envie d'en entendre d'autres et sur quel film ou voilà quel genre de film.
En tout cas, nous, on se revient après les fêtes de la fin d'année de la nativité du petit Jésus-Christ. D'ici là, portez-vous bien. On n'est pas encore très sûr du sujet, mais on vous prépare du très lourd pour la rentrée, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était notre cadeau de fin d'année. À très bientôt et ne regardez pas Sound of Freedom. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. So, here we go. Moi, je trouve le pédophile a l'air plus sympa que le flic. Hein. Oh, Raphaël, tu sais qu'il n'y aura aucune de tes interventions qui sera dans le montage.